Jean-François Coulombe. Bonsoir monsieur, député La France Insoumise, membre de la commission des lois. Vous êtes chef de file LFI pour l'examen de cette loi précisément sur les dérives sectaires. Ça tombe bien, selon vous, il faut faire évoluer la loi car les pratiques sectaires ont changé, mais il faut faire attention, ajoutez-vous, à ne pas entraver les libertés individuelles. Nous sommes sur une ligne de crête. Et à côté de vous, Jean-Loup Adénor, bonsoir, rédacteur en chef adjoint de Charlie Hebdo. Vous avez coécrit le nouveau péril sectaire publié chez Robert Laffont en 2021. Selon vous, les nouvelles dérives sectaires sont marquées par un discours anti-système et largement complotiste. C'est notamment très fort depuis le Covid. Mais c'est compliqué pour la loi de définir clairement ce qu'est une dérive sectaire. On va y revenir bien sûr, mais d'abord le mot du jour. Oui, Gourou 2.0, ce sont donc ces personnes qui maîtrisent très bien les outils numériques, Internet et les réseaux sociaux notamment, et s'en servent habilement pour endoctriner et donc recruter de nouveaux adeptes. Une évolution du phénomène sectaire qui conduit à une explosion du nombre de saisines de la Miviludes en charge de la lutte contre les dérives sectaires. Jean-Loup Adénor, on a l'impression qu'aujourd'hui tout se passe ou presque sur le net en matière de sectes, de dérives sectaires. Alors, je pense que justement c'est une idée dangereuse. Il ne faut pas se dire que tout se passe uniquement sur le web. En fait, le web est un outil supplémentaire qui est mis à la disposition de ces personnes dont l'objectif est de garder sous emprise leurs adeptes. On l'a vu pendant le Covid, on a notamment pensé qu'un certain nombre de personnes pourraient être libérées ou en tout cas sortir de l'emprise dans laquelle elles se trouvaient puisqu'elles ne pouvaient plus aller aux réunions. Je pense notamment à des témoins de Jéhovah par exemple. On s'est rendu compte qu'en fait, un certain nombre de gourous, un certain nombre de mouvements ont très bien compris comment ça fonctionne et réussissent à maintenir les personnes dans leurs habitudes, dans leur routine d'emprise, justement en les enfermant à la fois dans des chaînes de conversation, dans des rendez-vous pour des visios, des Skype, ce genre de choses, mais aussi, et ça il faut le comprendre, c'est aussi l'effet des algorithmes. C'est-à-dire que ces personnes-là se sont enfermées dans ce qu'on appelle une bulle de filtre. Une bulle cognitive. Voilà, exactement. Et donc ne vont voir que des contenus qui vont être des contenus sur la spiritualité, qui sont de plus en plus des contenus complotistes également, et on en parlera ce soir j'imagine, des contenus qui ont rapport au bien-être et à la santé. Justement, Pascal Duval-C, ça touche principalement le domaine de la santé, le développement personnel. Je pense à ces stages sur le sacré féminin, le sacré masculin. C'est de ça dont il s'agit, la santé, le développement personnel en particulier. 2023, c'est 55% des signalements que l'on a reçus sont en rapport avec la santé. J'ai étudié ces chiffres il y a peu de temps pour un ministère où en fait j'ai vu que ça démarrait il y a une dizaine d'années. Ça démarre il y a une dizaine d'années et pour aller un peu à l'encontre de ce qui peut se dire, mais je ne le fais pas méchamment, mais peut-être pour donner une information supplémentaire, c'est que le Covid a mis en lumière un phénomène qui existait déjà, qui était croissant depuis une dizaine d'années, mais si les gourous de la santé ont pu s'y installer aussi confortablement, c'est parce que le terrain était prêt. Ah oui. Et vous dites qu'il y a une promotion par la presse féminine, notamment, de ces pratiques. C'est vrai, ces 10 ans correspondent à une période durant laquelle la presse féminine a fait l'apologie de toutes les pratiques de soins non conventionnels, sans ou rarement, je me souviens d'une journaliste de Elle qui m'a dit, avec tout ce qu'on fait sur les pratiques de soins non conventionnels, je vous ai appelé parce que c'est bien qu'on ait de temps en temps un petit bah si, mais non, mais moi j'ai trouvé que c'était plutôt une belle journée ce jour-là, où donc elle a estimé, ou elle a admis que effectivement on informait très peu les personnes sur le phénomène sectaire, alors qu'on sait bien que les pratiques de soins non conventionnels sont des portes d'entrée pour les mouvements sectaires. Jean-François Coulombe, en même temps, qui dit signalement ne veut pas forcément dire qu'il y a dérive, non ? Il faut faire attention à cela. Il y a des gens qui peuvent signaler des comportements qui n'en seront pas forcément. Tout le monde utilise des huiles essentielles aujourd'hui, par exemple. On a l'impression que tout ça est un maelstrom quand même un peu complexe. Qu'est-ce que vous avez dit, la quoi ? La physiothérapie. La physiothérapie. Oui. Il faut distinguer les choses. Tout à fait. C'est-à-dire que beaucoup de nos compatriotes ont besoin, on va dire par exemple, après des maladies graves comme le cancer, ont besoin ensuite de soins post-opératoires, d'attention qui leur soit apportée pour se remettre, on va dire, des traumatismes physiques et mentaux dont ils ont été victimes. Et à cette phase-là de leur existence, eh bien, effectivement, ça en fait des individus qui sont effectivement des proies éventuellement faciles pour les pratiques sectaires de tout poil. Mais de notre côté, il ne faut pas non plus, et c'est cette ligne de crête qui est un petit peu délicate pour le légiste que je suis et qui est la commission des lois qui a examiné ce texte au début. Il ne faut pas non plus quoi ? Il ne faut pas mettre en péril l'expression du libre arbitre, de la libre conscience des individus. Et donc c'est cette ligne de crête qu'il nous fallait veiller à protéger, comme il nous fallait également protéger les lanceurs d'alerte là-dessus. Oui.
Pascal Duval n'a pas l'air tout à fait non, d'accord non, avec non, vous non. là-dessus. En fait, non, c'est là où nos avis Jean-Loup divergent, en Adenor. fait. C'est que jamais une seule fois, l'INATI n'a émis quelconque critique qu'elle soit sur une pratique. On sait très bien qu'il y a des pratiques qui sont utilisées par tout le monde. Alors, moi, j'en suis guérie personnellement, parce qu'à force de voir des choses, on finit par faire des choix un peu drastiques. Mais je connais plein de gens qui ont recours à ces pratiques de soins non conventionnels et pour lesquels il n'y a aucun problème, heureusement. Là où je trouve que c'est grave, c'est que le problème est mal posé. Ce n'est pas les pratiques qui sont dangereuses. C'est les praticiens. C'est les gens. C'est exactement Ce ce qu'il sont faut les rappeler. praticiens. Et ce qui est dangereux, c'est de laisser aller les gens faire ce qu'ils veulent, effectivement, mais sans les avoir avertis auparavant des dangers qu'ils peuvent encourir. Alors justement, ça tombe bien parce qu'on va évoquer avec vous, Fanny, la plateforme Doctolib qui est appelée à faire rigoureusement le ménage pour éviter justement des dérives en matière de santé. Et oui, Doctolib a déjà fait du tri sur son site fin 2022 et a banni 5700 professionnels du bien-être, entre guillemets, des hypnothérapeutes, des sophrologues ou encore des naturopathes liés notamment à Thierry Casasnovas, le gourou du crudivorisme et du jeûne, mis en examen entre autres pour exercice illégal de la médecine et abus de faiblesse. Mais aujourd'hui sur Doctolib, on peut encore prendre rendez-vous par exemple chez un magnétiseur ou un astropsychologue. Alors disons-le tout de suite, tous ne sont pas forcément des gourous, mais ces pratiques sont non conventionnelles et parfois même surveillées par la Miviludes. Plusieurs médecins dénoncent la présence sur le site de ces charlatans, disent-ils, et comme notamment la présidente du Conseil national de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes, Pascal Mathieu, qui se dit scandalisé et qui propose que Doctolib adopte une charte de bonne conduite. La plateforme se défend. Elle exige, dit-elle, déjà que ses membres retirent de leur profil les termes, je cite, particulièrement problématiques et ou déconnectés du soin, sous peine d'être suspendus. Mais le site explique aussi que sans critères précis, objectifs pour distinguer ces charlatans, il ne peut pas faire grand-chose de plus, d'autant que certains de ces praticiens ont quand même un numéro officiel de professionnels de santé. Doctolib réclame donc un cadre juridique et une liste précise des pratiques à écarter. Jean-Loup Adenor, est-ce que ces pratiques pseudomédicales non conventionnelles peuvent être considérées comme des dérives sectaires ? Excusez-moi, vous avez cité l'astropsychologie, j'ai un doute. Astropsychologie. J'aimerais juste savoir en quoi c'est du soin. En fait, tout simplement. La plateforme s'appelle Doctolib, il me semble. Moi, j'ai aucun problème à ce que les gens aillent voir un astropsychologue. Franchement, j'ai aucun problème. En fait, dans ce débat, il y a des choses qu'on confond. Il y a deux choses. Il y a l'efficacité, la validité scientifique d'une pratique de soins. C'est une première chose. Est-ce que c'est valide ou non ? À partir du moment où on décide que c'est pas valide, libre à vous d'aller voir un astropsychologue. Et ensuite, il y a la question de l'emprise mentale, la question de la dérive sectaire qui vient ensuite. Chez des médecins, d'ailleurs, je pense qu'il peut y avoir de l'emprise chez des gens qui sont des médecins. Il y a des médecins qui pratiquent d'ailleurs d'autres types de pratiques dites non conventionnelles. La pratique de soins me dérange dans cette... La pratique de soins non conventionnels, on entend qu'il y a du soin quand même, ce qui déjà me dérange assez. Doctolib, si sa plateforme s'appelle Doctolib et si son intérêt c'est de mettre en relation les Français avec des professionnels de santé, je vois très bien ce qu'un astropsychologue vient faire là. Qu'il décide d'avoir une branche ou une autre application qui ouvre accès à, je sais pas moi, comment il pourrait appeler ça, New Age Lib, ou je sais pas, il faudrait trouver un terme pour cette plateforme-là, et ben pourquoi pas à ce moment-là mettre l'astropsychologue là-dessus. Alors, le texte de loi qui est actuellement en examen à l'Assemblée nationale, hein, vous y étiez cet après-midi, Jean-François Coulombe, eh bien, il vient de créer un nouveau délit. Hein, il a été officiellement adopté, cet article, celui de provocation à l'abandon de soins. C'est l'article 4. De quoi s'agit-il, Pascal Duval, et pourquoi vous y étiez favorable, vous celui de provocation à l'abandon de soins. Parce que, tout simplement, dans l'opinion, il y a quand même une confusion, et j'ai eu peur cet après-midi, et j'ai exprimé à M. Coulombe ma satisfaction que cette loi soit votée. Il y a une confusion qui est terrible, c'est que ne pas voter cette loi, voter contre cette loi, ça aurait été en fait attenter à la liberté de choix des personnes. Or, il y a une différence fondamentale entre une personne qui délibérément refuse les soins, qui dit moi j'ai pas envie de me faire soigner, j'ai pas envie de ces effets secondaires, j'ai pas envie de vivre, c'est mon choix, et quelqu'un qui va faire le même choix, mais sous la contrainte d'une tierce personne, et à qui on a promis qu'en fait elle serait guérie par des méthodes qui ne soient pas invasives. Qu'on culpabilise. Voilà. Et c'est ça l'emprise. Hein. Vous pensez, Jean-François Coulombe, que c'est une atteinte à la liberté d'expression, à la liberté tout court ? On est d'accord sur le fait qu'il faille lutter contre les dérives sectaires qui poussent les personnes à abandonner les soins, surtout lorsqu'il en va de la vie ou de la mort, bien évidemment. Mais cet article 4, de notre point de vue, était déjà très mal rédigé dans sa version initiale que nous avons examinée hier et qui
occulter, si je puis dire, complètement la préservation d'une certaine partie du dispositif qui sont les lanceurs d'alerte, par exemple, ou la presse et les médias. Et ce texte-là, cet article, il a été réécrit dans la précipitation, dans la nuit. Il n'a pas été soumis ni à la commission des lois, ni bien évidemment... Vous y êtes toujours opposé. Vous dites que Et nous ça sommes peut toujours entraver opposés. la recherche scientifique, être problématique pour la liberté d'expression, et notamment les lanceurs d'alerte en empêchant de critiquer les dérives pharmaceutiques, par exemple. Exactement. Vous voulez dire Nous, on y est national. opposé dans sa rédaction actuelle parce que finalement, elle crée en quelque sorte, elle mixe en fait la création d'un nouveau délit qui est celui de pousser les gens à l'abandon des soins avec en quelque sorte la pénalisation des lanceurs d'alerte. Qui est habilité à dire qui est un lanceur d'alerte? Est-ce que Irène Frachon avait été dès le départ identifiée comme une lanceuse d'alerte Sur le Mediator. Oui. dans son alerte? Alors j'en parle d'autant plus mais il y a- aisément que ma propre mère a été victime attendez, du Mediator. Je pense Elle a qu'il y été- a une vraie et grosse différence entre le fait de ça n'a aucun dire, rapport. d'alerter sur... Déjà, pour le Mediator, il y avait un consensus scientifique qui était assez important pour alerter sur ce médicament, déjà, à la base. Et effectivement, il y a eu une action très forte des laboratoires pharmaceutiques pour cacher ce fait-là, mais en tout cas, il y a eu un consensus scientifique sur sa dangerosité. La différence est très simple. Dire sur la place publique, il y a un problème de santé publique avec tel produit, et dire à quelqu'un en particulier, arrête ton traitement, il va te tuer, alors que le traitement l'aide et est en train de l'aider à guérir, et son état empire. Je vous citerai le cas de Miguel Barthéléry, qui a été condamné l'année dernière pour exercice illégal de la médecine, de mémoire, exercice illégal de la pharmacie, il me semble également, parce qu'il a été démontré par le tribunal qu'à cause de ses conseils, certains de ses patients, de mémoire 2 ou 3, je ne sais plus, ont arrêté leur traitement et sont décédés de leur cancer alors qu'ils avaient de fortes chances C'était un médecin? de guérir. C'était un naturopathe, Un naturopathe. absolument pas médecin. D'accord, Absolument pas médecin. D'accord. Miguel Barthéléry a eu une influence sur des personnes directes qui étaient en état de vulnérabilité, à qui il a convaincu d'arrêter leur traitement. Il n'a pas lancé une alerte contre la chimiothérapie. Oui, mais tout de même, pardon, Pascal Duval, on peut entendre l'argument de Jean-François Coulombe sur les lanceurs d'alerte, sur le fait qu'on puisse critiquer les dérives pharmaceutiques, justement. Est-ce que ça risque pas Moi, d'empêcher je pense qu'il n'y a cela, strictement tout de même aucun rapport. C'est-à-dire que pour moi, c'est un argument qui cache la réalité. Quelle qui cache réalité? Le vrai problème. Le vrai problème, c'est celui dont on parle tout à l'heure, à savoir des personnes qui périssent parce que quelqu'un de mal intentionné, je veux vous citer l'exemple d'un Anglais. Pas forcément. Il y a aussi une question de pouvoir, de nécessité de pouvoir. Il y a aussi cette façon un peu sadique de voir qu'on a une influence sur les personnes. Je pense à un Anglais, un jeune Anglais qui était atteint du sida, dont une gourelle. Une gouroute? Une gourelle. Gourelle, très bien. Bah, voilà. Une Nous gourelle l'apprenons. de la santé lui a fait abandonner sa trithérapie en le faisant remplacer par de l'eau salée, en lui disant que ça marcherait aussi bien. Il est décédé 1 an après. Ouais. C'est En ça deux mots, qui mais était- Non, mais- est-ce que vous pensez qu'il y a eu un lobbying des pro-sectes ou pas Alors, là? exactement. C'est pas C'est- pour vous, oui. c'est- On Ah sait. bah, on va c'est- laisser répondre M. Coulombe alors. Parce Oui. que, est-ce que vous Oui. avez été sous l'influence? Est-ce que vous avez reçu des courriers? Alors, Sous oui, l'emprise des lobbies. Oui, je peux témoigner que on a c'est été intéressant. tous les députés, tous, pas que ceux Et de la commission des lois, et sénateurs, absolument. ont reçu ces dernières semaines effectivement un volume de mails traitant du sujet avec des gens parfois certains de bonne foi, parfois d'autres certains dont on pense qu'il y a une arrière-pensée réellement mercantile, d'autres qui a peut-être une proximité avec des pratiques tout à fait douteuses. On en a reçu beaucoup. Et certains effectivement se prévalaient de la nécessaire garantie de la liberté d'expression, de la liberté. Si vous êtes sûr que ça ne vous a pas influencé, monsieur le député? Non, du tout. Non. Nous avons examiné cette loi sous l'aspect Simplement, alors, de la commission des lois. Sur la liberté d'expression, simplement un mot. L'incitation au suicide. L'appel au meurtre, est-ce que c'est la liberté d'expression? Une liberté est encadrée, c'est toujours encadré, on est d'accord. Ben oui, Pour moi, l'article c'était 4 ne là, présente la pas de question problème avec la liberté d'expression, mais quand bien même il faudrait réduire une liberté pour protéger des personnes, c'est ce qu'on fait depuis qu'on a créé une république. C'est protéger. En réalité. Je voudrais juste préciser une chose. C'est que Faites. dans le souhait que vous avez tous les deux de protéger les victimes, notamment par exemple de l'incitation à l'abandon aux soins, qui pousse des gens parfois à abandonner des soins absolument vitaux et chimiothérapies, dont ils en meurent. Donc ça, il faut effectivement lutter contre cela. Vous évoquiez le docteur Casasnova. Non, c'est pas un docteur. C'est rien. pas un docteur et je Ok. n'ai pas parlé de Mais Casanovas. Casanovas, par exemple, a été condamné.
Donc on avait déjà, on Non, va non, dire, non, 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 c'est Miguel Barthéléry qui a été condamné l'année dernière. Thierry Casanova, c'est une autre affaire. on a déjà, on va dire, un corpus de lois qui permettent déjà de... Oui, de- eh ben, de- je vous ai cité le cas le plus saillant de condamnation pour exercice illégal de la médecine. Je vous mets au défi de m'en trouver d'autres, parce que c'est quand même des condamnations qui sont assez rares. Donner des outils aux magistrats, de faire des formations également auprès des magistrats pour qu'ils comprennent mieux l'emprise sectaire et l'embrigadement, ça fait partie de la direction qu'il faut prendre pour réussir à faire Malheureusement, reculer cette ces loi ne pratiques. comporte rien en termes de formation et de Après, prévention. alors attendez, on va. Non, mais je vous en prie, attendez, vous êtes là pour vous exprimer, mais je vous propose une archive. On va évoquer, bien sûr, on va continuer à évoquer les nouveaux gourous en ligne, mais il y a les anciens gourous, les gourous plus traditionnels. Vous voyez bien sûr de qui on veut parler. Il s'appelle Raël et les Raéliens. On va le voir interrogé en 1990, et je précise que Raël, le prophète des extraterrestres, c'est une série absolument extraordinaire, réalisée par un ancien de l'émission 28 minutes et qui est en ce moment sur Netflix. Maintenant, voici l'archive. Ces êtres sont venus sur Terre il y a très très longtemps. Il n'y avait pas de vie sur Terre, il n'y avait rien, et ils ont fabriqué d'immenses laboratoires. Et dans ces laboratoires, par une maîtrise parfaite de l'ingénierie génétique ou de l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, ils ont fabriqué toute vie sur la Terre. Les plantes, les animaux, et finalement les hommes à leur image. Ces êtres, les messagers, comme Jésus, vont revenir sur Terre, car ils sont toujours vivants sur la planète des Elohim, maintenus scientifiquement en vie par ce qu'on appelle le cloning maintenant. Et notre mission, ce qu'ils m'ont demandé de faire, et c'est pour ça que je voyage autour du monde, c'est de construire une ambassade où ils viendront officiellement avec les grands messagers qu'ils ont eu dans leur histoire, comme Jésus, qui viendront témoigner de l'authenticité de cette création de la vie sur Terre par ces extraterrestres il y a très longtemps. Pascal Duval, ça nous paraît complètement caricatural aujourd'hui. Est-ce que ça peut fonctionner encore aujourd'hui ou pas, Alors, ce genre de caricatural. prophétie, hein? C'est vrai que c'est Mais caricatural. ça marche. Mais encore. il faut savoir que la base de la plupart des gros mouvements New Age, mais des petits aussi d'aujourd'hui, c'est le New Age. C'est quand même la grosse base idéologique. Et qu'aujourd'hui, tous les petits mouvements dont on parle sont sur ces bases-là, c'est-à-dire dans l'idéologie New Age, vous avez l'ufologie, vous avez l'idée que la maladie n'existe pas. De soucoupe volante. UFO, de soucoupe volante en anglais. Tout à c'est fait. simple. Et vous avez l'idée que la maladie n'existe pas, que de toute façon, c'est pas la peine de se faire vacciner. Et là aussi, je vous lance un message. Il y en a eu beaucoup bien après le précis. Covid. Exactement. Oui. Et pendant le La Covid. non-vaccination chez les New Agers, c'est parce que vous allez vivre dans d'autres vies et que vous n'en aurez pas besoin, enfin, etc., etc. Il y a un vrai fond idéologique qui est commun aux anciens mouvements et aux nouveaux. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de définition juridique de la secte, de la dérive Parce que c'est sectaire? très difficile. Eh oui. Regardez, prenons l'exemple de la C'est là où le bas scientologie. blesse. La scientologie, il a fallu des années pour qu'elle soit identifiée et qualifiée de secte. Et malgré tout, vous avez deux présidents de la République qui ont reçu Tom Cruise au titre de représentant C'est honteux. de la scientologie. Et la scientologie vient d'obtenir un permis de conduire de plus de 7000 mètres carrés pour des... Pendant les JO, un permis de construire. c'est Pendant ça. les JO, ils ont racheté un bâtiment à plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc, nous, en tant que législateurs, finalement, on a aussi besoin de savoir quels sont les circuits financiers. Parce que même si, effectivement, il y a quelques allumés qui ne le font pas pour l'argent, il y a aussi, on va dire, tout un réseau qui est intéressé, en quelque sorte. Et je pense que la loi qui vient d'être proposée au Parlement, elle ne luttait pas... Alors, elle ne faisait pas de prévention, mais elle ne lutte pas non plus contre les réseaux de financement et les circuits... Donc vous ne réclamez pas une liste tout de même pour justement être dans La votre... Mivilude, c'est dans votre le combat. travail de la Mivilude. Nous, D'accord. on a consacré dans l'article 1 que nous avons voté Pour- le maintien des missions de la Mivilude. Pardon. Jean-Louis Attardé, Non, mais comment- pour rappel, les listes, ça a été tenté. Dans Oui. les années 90, on a fait une liste, ça n'a pas du tout fonctionné, puisque ceux qui y étaient des martyrs, ceux qui n'y étaient pas étaient libres de continuer. D'accord. Donc ça ne Mais fonctionne pas. comment Les on listes. fait d'ailleurs quand on est témoin d'une dérive sectaire très À concrètement? qui s'adresser, à Eh qui ben, vous pouvez signaler? contacter l'UNADFI qui est là, qui sera plus, Ah ben voilà. qui sera plus à même que moi. Moi, j'ai un conseil que je donne systématiquement à tout le monde, c'est ne pas rompre le contact avec la personne qui se trouve dans un Et on dit de embrigadement. ne pas critiquer Pas forcément frontalement. ceux qui sont, Non. Pascal Duval, ceux Il qui y a, sont à il y a un l'origine de grand cette respect secte. des adeptes et des ex-adeptes. L'UNADFI sait que chaque pas forcément. Il y en a qui ne veulent pas être considérés comme des victimes. Ça, je le dis aussi fort, parce que l'UNADFI a pour vocation d'expliquer aux personnes ce qui est en train de leur arriver, ou aux familles ce qui est en train de leur arriver, de façon à ce qu'elles ne perdent pas complètement la boule. Notre idée est de restructurer un peu toutes ces personnes pour leur dire qu'il y a un sens à ce qui leur est arrivé, même si ce sens est inconnu du grand public.
Et c'est ça qui est compliqué. Jean-Louis Adenor, on se posait la question, c'est à notre débat, est-ce qu'il faut user de la manière forte, très forte contre les nouveaux courants? Il faut aller plus loin dans la loi, par Je pense exemple que ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on fait déjà dans le reste dans les autres domaines, c'est-à-dire il faut trouver un point d'équilibre entre liberté et contrôle. Là, il y a quand même un point positif. Attaché le député, ce qu'il nous exprimait. Oui, il y a un point positif dans cette loi, c'est la consécration par la loi de la Miviludes. La Miviludes, qui est l'institution publique qui permet de surveiller, d'archiver et de travailler sur ces groupes-là. C'est aussi l'institution qui fait ce qu'on appelle un article 40, donc qui signale au procureur de la République quand il y a des faits qui sont inquiétants. Voilà, donc ça, c'est plutôt positif. Mais il y a un point qui est aussi déterminant et sur lequel j'aimerais bien finir, c'est la formation des professionnels, des enquêteurs, des policiers, des magistrats, des professeurs. Pour détecter et accompagner. Pour accompagner, pour aider avant justement qu'il faille taper fort. Eh bien, vous avez encore du travail, tous les Nous trois. en faisons la Voilà. formation, je vous Et vous le savez. On a besoin de budget. Merci. C'est le dernier mot. L'argent, le nerf de la guerre. Merci en tout cas à tous les trois d'être Merci à venus vous. explorer Merci à vous. la question du jour et d'avoir participé à ce débat.